Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les deux dernières vidéos, nous avons parlé de la découverte, puis de la conquête du Nouveau Monde. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences inévitables de la conquête, la domination et l'exploitation des populations vaincues et de leur territoire. Ce qui aboutit à deux éléments importants, l'acculturation et l'exploitation dans le cadre de l'esclavage des Amérindiens et des Africains. Les Portugais et les Espagnols justifient tout ceci pour des raisons religieuses et économiques. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la vidéo. Alors pour ne pas nous perdre, nous allons revoir 4 définitions importantes. Esclave, traite, acculturation et amérindien. Commençons justement par les Amérindiens. Un Amérindien, c'est une personne habitant les Amériques qui était déjà là avant l'arrivée des Espagnols et des Portugais. Un esclave, c'est une personne non libre, traitée comme un objet et un outil économique et financier pouvant être vendu ou acheté. La traite, c'est une organisation économique permettant les échanges d'esclaves. C'est ce qu'on obtient avec la traite négrière. Il s'agit de vendre des esclaves africains aux colons des Amériques ou de recevoir des esclaves directement en Europe. Les Ottomans ont déjà eu ce genre de comportement vis-à-vis des Africains. Et l'acculturation, c'est la transformation ou la destruction d'une culture des dominés par la culture du dominant. C'est ce qu'on a par exemple avec les Amérindiens qui voient leur culture transformée, voire littéralement détruite par les Européens. Donc, nous allons parler de la domination et de l'exploitation selon les deux termes dont j'ai évoqué dans cet ordre-là. Domination d'abord, puis exploitation. Domination des Amérindiens et exploitation des populations amérindiennes et surtout africaines. Alors, commençons par la domination des Amériques. Selon les historiens, la population amérindienne a diminué de 90%. 90% de la population a disparu. Au moment de la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492, on aurait compté près de 100 millions d'Amérindiens. Vers 1600, il n'en restait plus que 10 millions. Mais alors, pourquoi? Plusieurs raisons. D'une part, la domination exercée est particulièrement nocive. Du fait que les Amérindiens, Mayas, Aztèques, Incas, ont été vaincus par les Espagnols, ils ont été réduits en esclavage, ce qui les conduit à des travaux forcés. Sans compter que ceux qui essayaient de se révolter ou de s'échapper étaient tués. En plus de ça, des maladies ont été importées en Europe, des maladies contre lesquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés. On le dit aujourd'hui, mais on ne savait pas comment on pouvait traiter correctement ces maladies. On trouve la tuberculose, le paludisme, la petite vérole, la peste, et ainsi de suite.
ce qui provoque, ce qui provoque la mort de nombreux Amérindiens du fait de leurs problèmes de santé contre ces maladies. En, en plus de ça, on a une profonde acculturation. Parce que les Amérindiens sont le plus souvent contraints de se convertir au christianisme. Christianisation et évangélisation encouragée et soutenue par quelques ordres religieux. Les franciscains, les dominicains et les jésuites. Ce sont des ordres religieux qui défendent la culture et le savoir dans le cadre de la religion. En plus de ça, on était encore en grande période de l'Inquisition. Vers la fin de la Reconquista, on avait fondé un tribunal de l'Inquisition qui cherchait à juger et à condamner les Juifs en Espagne. Dans les Amériques, on a la même chose. Un tribunal de l'Inquisition chargé d'attaquer, de condamner et de mettre fin à l'existence du paganisme amérindien. Le type de paganisme qui existait, paganisme signifiant ceux qui n'étaient pas chrétiens, on avait l'adoration des divinités de la nature, notamment le soleil, pour les Incas. La langue, en conséquence, avec la christianisation, on a l'instauration progressive et l'imposition de la langue et de la culture ibérique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la plupart des populations d'Amérique du Sud parlent espagnol et pratiquent avec une certaine ferveur la religion catholique. Et d'autres acculturations avec un exemple très connu, Malinche, une amérindienne aztèque qui a été réduite en esclavage par les Espagnols, a pu devenir la compagne et la traductrice de Hernán Cortés. Mais là, c'est un des cas exceptionnels. Il fallait obtenir certaines conditions et surtout accepter de se convertir si on a envie d'être libre en tant qu'Amérindien. Dans d'autres conditions, vous êtes perdu. Sans compter qu'en tant que traductrice, elle était devenue conseillère de Cortés. Tout ceci conduit inévitablement à des exactions et à des violences contre les Amérindiens. Ce qui est très sérieusement contesté par certains missionnaires. Pour vous donner un exemple très célèbre, on trouve Bartolomé de las Casas. Je suppose que vous avez entendu parler de la pièce de théâtre baptisée La controverse de Valladolid. Bartolomé de las Casas a été l'un des défenseurs des Amérindiens contre les exploitations et les violences commises par les conquistadors et les colons. Contrairement à Sepulveda qui tentait de justifier ses actions par des raisons religieuses et économiques. En fait, cette question économique que nous conduit à un autre élément, la traite et le commerce d'esclaves. En reprenant la définition de l'esclavage, je n'ai fait que parler de quelque chose qui remonte à des temps immémoriaux. Ça existait déjà au moment de l'Antiquité égyptienne. Et ça a continué d'exister tout au long du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle et même un peu après.
Dès le XVe siècle, avec les découvertes, les Portugais ont conquis des territoires en Afrique. Et en conquérant de nouveaux territoires, ils ont commencé à rechercher des esclaves africains, dans la continuité d'autres peuplades africaines qui réduisaient en esclavage leurs vaincus. Prenons un exemple concret. En 1474, les Portugais ont conquis une île dans le golfe de Guinée. Ils ont baptisé cette île Sao Tomé. Cette île est devenue l'un des points incontournables pour les commerçants et les marchands d'esclaves. C'est là qu'on retrouve tous les marchands d'esclaves venus d'Afrique. Et c'est le début de ce qu'on appelle plus tard la traite négrière. Traite négrière qui a conduit au terme de nègre, qui est un propos diffamatoire et discréditant vis-à-vis des Africains subsahariens. Et cette traite négrière, qui existait déjà du côté des musulmans, des Ottomans notamment, au XVe et au XVIe siècle, se développe un nouveau commerce, le commerce atlantique. Souvenez-vous de la population amérindienne qui s'est très sérieusement réduite. Donc, du fait que la population amérindienne a été décimée et que ceci avait servi d'esclaves, les colons européens d'Amérique ont cherché une nouvelle main-d'œuvre. Et rien n'est plus intéressant que de trouver des esclaves bon marché venus d'Afrique, en échange de quelques denrées et de toute autre chose. Par exemple, des métaux, de l'or, des fourrures. Nous en avons un peu parlé. C'est le début du commerce triangulaire. Les esclaves vendus d'Afrique vers les Amériques rapportant les trésors miniers et tous les aliments possibles en Europe, et ainsi de suite. Je n'entre pas dans les détails, c'est assez complexe. Si vous avez envie de découvrir ça plus en détail, je serais ravi de vous conseiller de faire des études d'histoire ou de lire des livres publics sur la question de la traite négrière et du commerce triangulaire. Et on a une part importante des esclaves qui sont installés dans les Antilles. C'est pourquoi aujourd'hui, une part importante des populations antillaises sont plutôt d'origine africaine et ressemblent plutôt à des Africains qu'à des Amérindiens aujourd'hui. Parce que toute la population amérindienne des Antilles a été réduite à néant. Donc, ce n'est pas réparti n'importe comment. Les hommes étaient envoyés dans les champs d'exploitation et les femmes sont envoyées dans les maisons pour des tâches domestiques, mais toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Petite référence à la pièce de théâtre de la controverse de Valladolid, les esclaves étaient marqués au fer rouge. Si jamais ils venaient à s'échapper, ils étaient marqués au fer rouge pour bien marquer leur appartenance à un maître. Comme du papier. Comme si leur peau était de simple papier. Mais, au bout d'un certain moment, les esclaves ne pouvant plus supporter tout ceci, ils vont chercher à s'échapper
et à se rebeller. On n'a pas beaucoup de sources de ces rébellions du XVIe siècle, donc on n'est pas très sûr. Par contre, au XVIIe siècle, on a des sources sûres de certaines révoltes et d'une grande structuration d'esclaves fugitifs, ou dits marrons, pour s'organiser et se rebeller contre les maîtres européens. On a le cas de la révolte des esclaves à Cuba. Toutes ces situations et tout ce qui était possible finissait tôt ou tard par revenir aux oreilles de certains, mais ce qui a été subi par les Amérindiens et avait provoqué des réactions violentes de la part de certains Européens et de certains missionnaires surtout, n'a pas autant de conséquences pour les Africains, qui n'étaient pas des sociétés aussi bien évoluées que certaines populations amérindiennes, les Mayas, les Aztèques et les Incas notamment, qui ont pu constituer des États. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est assez compliqué à comprendre pour certains, c'est que dans le même temps, au XVIe siècle, alors que ces souffrances et ces actes qu'on considère aujourd'hui comme barbares se développaient dans un autre cadre particulier en Europe, à savoir la Renaissance et le développement de l'humanisme. Le fait que l'homme devient le centre des intentions et de la perception du monde. C'est comme ceci que l'on va fermer ce chapitre sur la découverte et la conquête du Nouveau Monde et que l'on va bientôt commencer le chapitre sur la Renaissance, des arts et des esprits. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir certaines choses. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, essayez de comprendre le contexte de l'exploitation des Amérindiens et des Africains, laissez-moi vous recommander cette pièce, La controverse de Valladolid, dans le contexte du milieu du XVIe siècle. Ça vous permettra de voir les positions de chacun et de chacune. Merci de votre attention.